Deuxième astérisque, on nous dit expérimentalement parlant, on définit la contrainte pour chaque matériau. Je répète, deuxième astérisque, expérimentalement, on définit pour chaque matériau une contrainte limite admissible, notée sigma. Donc, pour chaque matériau, nous avons une contrainte. Il faut vous mettre en tête que l'acier n'a pas la même contrainte que le bois. Le bois n'a pas la même contrainte que la fonte. La fonte n'a pas la même contrainte que le béton. Donc, il faut comprendre que chaque matériau a une contrainte. Chaque matériau a une contrainte. Et au-delà de laquelle, cette contrainte-là, au-delà de laquelle la pièce subit de détérioration de ses caractéristiques mécaniques, dimensionnelles, voire même la rupture. Dans le deuxième point, on nous dit chaque matériau a une contrainte. Et cette contrainte nous permet de bien avoir des limites lorsque nous allons faire le dimensionnement de notre solide. Donc chaque matériau a une contrainte limite. Et cette contrainte limite aura, je peux dire, la contrainte limite aura pour rôle de nous limiter, bien sûr, lorsque nous faisons nos calculs. Lorsque nous faisons nos calculs, on doit se limiter à cette contrainte de rupture. C'est-à-dire la contrainte qu'on aura des calculs ne soit pas égale ou proche de la contrainte de rupture. Et par là, vous allez voir, il y aura une notion de coefficient de sécurité que nous allons adopter. Pour éviter la rupture de nos matériaux. Donc, restez à comprendre que la contrainte pour un matériau n'est pas la même pour un autre. Donc, chaque matériau a sa contrainte. Chaque matériau a sa contrainte. Le bois a sa résistance. Le béton a sa résistance. Donc, ainsi de suite. Troisième astérisque, on nous dit une contrainte est un outil de calcul. Ok. Une contrainte est un outil de calcul. On ne peut pas l'observer directement. Cette contrainte, on ne peut pas l'observer directement. Par contre, on peut l'observer par ses effets. Donc la contrainte, et là on parle aux gens qui cherchent à voir à l'œil nu la contrainte. On ne voit pas la contrainte, mais la contrainte est vue par ses effets. Donc c'est ce qu'on veut nous dire. Donc vous allez voir une poutre. Sur une poutre, on applique une charge. Et sur cette poutre-là, du fait qu'il y a la charge, vous cherchez à comprendre, à voir la contrainte. C'est où se trouve la contrainte. Mais ici, on nous dit, ne cherche pas à voir la contrainte avec vos yeux. Avec vos yeux, ne cherchez pas à voir la contrainte, mais seulement cette contrainte est vue par ses effets. Lorsque vous voyez un effet qui se passe dans un solide, automatiquement, sachez très bien qu'il y a déjà des contraintes à l'intérieur qu'il faut étudier. Alors, je répète la phrase. Une contrainte est un outil de calcul. Ok. On ne peut pas l'observer directement. Par contre, on peut observer ses effets. Ces effets, c'est quoi? C'est la déformation qu'on doit voir à l'œil nu. J'applique une charge et je vois ma poutre qui est en train de se déformer. Automatiquement, il y a des contraintes qui se passent à l'intérieur. Le dernier astérisque, on nous dit, nous avons vu précédemment que la contrainte est les rapports d'une force par une surface. Donc, le paramètre qui influence directement une contrainte sont les sollicitations et la section de la pièce.
Nous avons vu précédemment que la contrainte était le rapport entre la force et la surface. Et les facteurs qui influencent notre contrainte, nous avons les sollicitations et la section. Et lorsque je parle des sollicitations, je suis en train de voir les éléments de réduction. Ce sont les éléments, on les appelle les éléments de réduction. Nous avons les moments fléchissants, nous avons l'effort normal, nous avons les moments de torsion, nous avons l'effort tranchant. Ce sont ces éléments-là qui vont influencer notre contrainte. Donc, lorsque nous avons les éléments de réduction combinés à des surfaces, et nous allons trouver la contrainte. Donc, notre contrainte dépendra du moment fléchissant, F, moment de torsion, l'effort normal, l'effort tranchant. Et là, nous avons les éléments de réduction. Ce sont ces facteurs qui influencent notre contrainte. Et aussi, la surface S ou A dans quelques cas. C'est comme ça. Alors, nous avons un petit exemple d'application. Exemple d'application. On dit calculer la contrainte due à un effort de 100 newtons. Due à un effort de 100 newtons. Calculer la contrainte due à un effort de 100 newtons appliqué perpendiculairement sur une surface de 1 mm². Appliqué perpendiculairement sur une surface S de 1 mm². On demande de déterminer la contrainte sigma. Donc, comprenez que là, il faut très bien comprendre que la force est appliquée, bien sûr, sur une pièce, la pièce est là, et cette force est appliquée perpendiculairement. Donc la surface est comme ça, et la force est appliquée perpendiculairement sur une surface de 1 mm². Quelle sera la contrainte? Et ici, il faut comprendre que du fait que la charge est appliquée automatiquement, donc la charge est appliquée directement dans l'axe de la normale, automatiquement la composante tangentielle est nulle. La composante tangentielle est nulle, c'est 0. Et là, vous allez comprendre que sigma, la composante normale, sera la force divisée par la surface. Et là, j'aurai 100 newtons divisé par 1 mm². J'aurai 100 newtons par mm². Donc, notre contrainte normale sera 100 newtons par mm². Et la tangentielle égale à 0. La tangentielle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que la charge est appliquée directement dans la direction de la contrainte ou dans la direction de contrainte normale. Voilà. Et il y a aussi un principe qu'il faut comprendre aussi. On nous dit, pour une même force, et deux surfaces différentes, il y a toujours une variation des contraintes. C'est-à-dire quoi? Je viens ici, j'ai une surface. Là, c'est la surface S1, par exemple. S1. Et j'ai une autre surface, une petite surface, c'est S2. Sur cette surface, là, c'est la surface transversale, bien sûr. Sur cette surface, j'applique une force F. Sur l'autre surface, j'applique une force F. Et nous aurons la contrainte sigma 1 égale à F sur S1. Et sigma 2 égale à F sur S2. Vous allez comprendre que du fait que la surface est petite ici, la contrainte sera grande. Donc ici, on veut dire tout simplement que sigma 2 sera supérieur à sigma 1 ou sigma 1 inférieur à sigma 2. Lorsque vous avez la même force, mais une surface petite, la contrainte est grande par rapport à la grande surface. Donc là je crois vous comprenez très bien. Et là, je peux prendre même, comme on nous dit, que la contrainte
ne se voit pas, mais la contrainte est vue par ses effets. Par ses effets, tu peux même sentir la contrainte, mais il n'y a pas moyen de la voir. Je prends un exemple. Je prends ma main ici. Je prends ma main, voilà. Ma main ici constitue une surface. Je prends la surface du feutre est là et j'applique une force dans ma main. Mais regardez la surface des contacts et là j'applique une force de 100 kN. Ici, il n'y a pas moyen de voir la contrainte, mais seulement je suis en train de voir la déformation sur ma surface. C'est bon. Là, regardez la surface des contacts est quand même grande par rapport à la deuxième surface que je vais montrer. Et là, j'aurai quand même du mal. Hein? J'aurai mal dans la main et je change la surface. Je prends mon feutre, le feutre est là. Regardez la surface des contacts et j'applique la même force. Vous allez comprendre que je ne pourrai pas comprendre ou voir hein, ce que je ressens. C'est moi seul qui sens mal. Avec ma main, la petite surface me fait trop mal que la grande surface. Ce que je ressens, c'est ça même la contrainte. C'est ça même la contrainte. Or, lorsque j'ai mal, la déformation est plus grande que lorsque je n'ai pas mal. Donc, il faut bien comprendre la définition de la contrainte. Et à part cette déformation élastique, nous avons 3-2. Nous avons la déformation plastique.